Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de sexualité humaine. C'est un sujet, on a l'impression de tout savoir dessus, et pourtant c'est incroyablement complexe. Et au fond, il y a cette idée vraiment fascinante que pour nous, les humains, le sexe, ce n'est pas juste une histoire de reproduction. Alors pourquoi? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà, la question est posée. Est-ce que le sexe, c'est uniquement pour faire des bébés? Franchement, pour la plupart des animaux, la réponse est super simple, c'est oui. Mais pour nous, les êtres humains, là c'est une toute autre histoire, bien plus complexe et vous allez voir, bien plus intéressante. Et là, on touche du doigt la différence fondamentale. Pour la majorité des mammifères, la sexualité est guidée par la biologie. C'est un instinct pur de reproduction. Mais pour nous, et pour quelques autres primates aussi, c'est devenu quelque chose de complètement différent, presque un langage à part entière. Un moyen de créer du lien, de communiquer et bien sûr de ressentir du plaisir. La reproduction, finalement, ce n'est plus du tout le seul but de l'histoire. Bon, pour vraiment comprendre ces différences, il faut commencer par les bases. Et les bases, c'est la biologie. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, pour nous pousser à avoir un comportement sexuel qui va bien au-delà de la simple reproduction? Eh bien, la réponse se cache dans ce qu'on appelle la biologie du plaisir. Alors, évidemment, à la base de tout ça, il y a les hormones. On ne peut pas y échapper. Chez beaucoup d'animaux, ce sont vraiment elles qui tirent les ficelles. La testostérone pour les mâles, les oestrogènes et la progestérone pour les femelles. Ces petites molécules, ce sont les chefs d'orchestre de la reproduction. Mais, il y a un mais, et il est de taille. Parce que chez nous, les humains, même si les hormones ont leur mot à dire, attention, elles ne sont plus les seules à commander. Non, le vrai patron, le centre de contrôle de notre sexualité, c'est notre cerveau. C'est lui qui prend le relais, qui interprète, qui désire, et surtout, qui ressent. Et au cœur de cette incroyable machine qu'est notre cerveau, il y a ce qu'on appelle le système de récompense. Imaginez un circuit qui, quand il s'allume, libère un neurotransmetteur, la fameuse dopamine. C'est un peu la molécule du plaisir, du « ça fait du bien ». Et notre cerveau, il adore ça, il en redemande. C'est un moteur hyper puissant de nos comportements. Ok, mais concrètement, comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. Tout commence avec des sensations physiques, des stimuli qui envoient des messages au cerveau. Là-haut, ça active le fameux système de récompense. Et bam, le cerveau libère de la dopamine. Le résultat final, une sensation de plaisir. Et ce mécanisme est tellement efficace qu'il nous motive à rechercher l'acte sexuel juste pour cette sensation et plus seulement pour la reproduction. Voilà pour la partie biologie. Mais attention, ce serait beaucoup trop simple si tout n'était qu'une question de chimie cérébrale. Notre sexualité, elle est aussi, et peut-être même surtout, façonnée par le monde qui nous entoure. Notre culture, notre société. Et vous allez voir, les règles du jeu sont très, très loin d'être les mêmes partout. Prenons un exemple qui va peut-être bousculer quelques idées reçues. Les Khasi, en Inde. Là-bas, la société est matriarcale, c'est-à-dire que ce sont les femmes, les chefs de famille. C'est la plus jeune fille qui hérite des biens, et ce sont les femmes qui sont les principales sources de revenus. C'est quand même la preuve parfaite que nos rôles de genre ne sont pas des lois gravées dans le marbre de la nature, mais bien des constructions sociales. Autre exemple tout aussi fascinant, les Fa'afafine en Polynésie. Ce sont des personnes qui sont nées de sexe masculin, mais qui se comportent et se voient comme des femmes. Elles sont reconnues socialement comme un troisième genre, qui n'est ni homme ni femme, tel qu'on l'entend en Occident. Ça montre bien que l'idée d'un genre strictement binaire, homme ou femme, ce n'est pas une vérité universelle. Et cet exemple-là est parfait pour voir à quel point la culture façonne nos gestes les plus intimes. Prenez le baiser sur la bouche. Pour nous, c'est le summum du romantisme, c'est naturel. Mais attention, ce n'est pas du tout universel. Par exemple, dans la tradition des îles Tonga, c'était vu comme quelque chose d'anormal. Pourquoi? Parce que la bouche, c'était fait pour manger. Point. On a le même geste, mais deux interprétations culturelles qui sont aux antipodes l'une de l'autre. C'est fou, non? Donc on a la biologie d'un côté, la culture de l'autre, ça nous donne le cadre général. Mais au milieu de tout ça, il y a l'individu. Et pour bien comprendre comment ça se passe au niveau personnel, il faut absolument démêler trois concepts qu'on mélange tout le temps. Le sexe biologique, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Ce n'est pas la même chose. Commençons par le plus simple, en théorie, le sexe biologique. Bon, là on parle de concret. Ce sont les caractéristiques physiques, anatomiques, physiologiques, bref, les chromosomes, les hormones, les organes génitaux, tout ce qui fait qu'à la naissance, on est classifié comme mâle ou femelle. Ensuite, on passe à l'identité de genre. Et là, on change complètement de registre. On n'est plus dans le physique, on est dans le ressenti. C'est quelque chose de profondément personnel, c'est le sentiment intime d'être un homme, une femme ou autre chose. Et cette identité, attention, elle peut tout à fait être différente du sexe assigné à la naissance. C'est vraiment une question de qui on sent qu'on est, au fond de soi. Et pour finir, troisième élément, l'orientation sexuelle. Là encore, c'est autre chose. Ça ne concerne pas qui on est, mais vers qui on est attiré.
C'est l'attirance, qu'elle soit émotionnelle, affective ou sexuelle, qu'une personne ressent pour d'autres. Hétéro, homo, bi, c'est vraiment une dimension qui est complètement distincte de l'identité de genre. Et tout ça, ça nous conduit à un principe qui devrait être une évidence. Peu importe le genre ou l'orientation d'une personne, le respect et l'égalité sont non négociables. L'appartenance à un genre ou à un autre ne peut et ne doit jamais être un motif de discrimination. Bon, on a vu la biologie, la culture, l'individu. Revenons à notre idée de départ, cette fameuse séparation entre la sexualité et la reproduction. Aujourd'hui, cette séparation est plus réelle que jamais, et c'est en grande partie grâce à la science qui nous a donné les outils pour gérer la procréation. De nos jours, on a l'embarras du choix en matière de contraception. Pour faire simple, on peut ranger tout ça dans deux grandes catégories. D'un côté, il y a les méthodes hormonales. La pilule, le patch, l'implant. Leur but, c'est de jouer sur les hormones pour bloquer l'ovulation. De l'autre côté, on a les méthodes non hormonales, qu'on appelle aussi barrières. Là, on parle du préservatif, du stérilet au cuivre. L'idée, c'est de créer un obstacle physique. Pour comprendre comment fonctionnent les méthodes hormonales, en gros, elles envoient un faux message au corps. Elles lui disent « pas la peine de libérer un ovule ce mois-ci, c'est déjà fait ». Et en plus, souvent, elles rendent la glaire cervicale plus épaisse, ce qui complique sérieusement le passage des spermatozoïdes. C'est une sorte de double verrouillage. Et un petit mot sur le futur, parce que la science avance constamment. Figurez-vous qu'une pilule contraceptive masculine est en cours de développement. Le principe est assez similaire, mettre en pause de façon réversible la production de spermatozoïdes. C'est une avancée qui pourrait vraiment changer la donne et rééquilibrer le partage des responsabilités. Et là, un rappel qui est absolument crucial. La plupart des méthodes de contraception protègent efficacement d'une grossesse. Mais il n'y en a qu'une seule, qui protège aussi contre les infections sexuellement transmissibles, les IST. C'est le préservatif. C'est vraiment la base pour une sexualité qui soit à la fois épanouie et sans risque. Donc, pour conclure, on voit bien que la sexualité humaine, c'est un dialogue permanent. D'un côté, on a la biologie qui nous donne les outils, le potentiel pour le plaisir et la connexion. De l'autre, on a la société qui vient écrire les règles du jeu, les normes. Mais au final, entre ces deux forces, qui dirige vraiment l'histoire ? Qui est le scénariste de sa propre sexualité ? La question reste ouverte, et c'est peut-être ça qui rend le sujet si passionnant.